Tout était ancien, visiblement abandonné depuis des décennies, mais incroyablement dangereux. Un jour, je me suis aventuré dans une vieille brasserie abandonnée. L'endroit était à la fois fascinant et sinistre, rempli d'équipements rouillés, de cuves massives et de tuyaux qui semblaient ne plus avoir servi depuis des décennies. Les murs étaient couverts de graffitis, témoignages de générations d'explorateurs et de vandales. Il y avait une ambiance étrange, comme si le bâtiment lui-même retenait l'énergie des gens qui étaient passés par là. Après avoir exploré le rez-de-chaussée et quelques autres pièces, je suis monté dans les étages supérieurs. Les escaliers grinçaient sous mon poids, chaque pas émettant un écho qui semblait résonner dans toute la structure. Plus je montais, plus la vue devenait impressionnante, bien que l'état délabré des lieux me donnât parfois le vertige. J'étais à environ 4 étages au-dessus du sol quand je suis tombé sur une porte. Cette porte était différente des autres. Elle était couverte de graffitis, comme tout le reste, mais ce qui a attiré mon attention, c'étaient les phrases griffonnées dessus, « Ne regarde pas en bas » et « Suicide-toi ici ». Les mots semblaient être un avertissement autant qu'une invitation morbide. Je me suis figé un instant, mon esprit se remplissant de questions. Qui avait écrit ça? Pourquoi? Et qui avait-il derrière cette porte? La curiosité me rongeait. Malgré une petite voix dans ma tête qui me disait de laisser tomber, je me suis approché et j'ai lentement tourné la poignée. La porte s'est ouverte dans un grincement sinistre. Ce qu'il y avait derrière? Absolument rien. La porte donnait directement dans le vide. Pas de balcon, pas d'escalier, pas même une rambarde. C'était comme si quelqu'un avait volontairement conçu cette porte pour ouvrir sur le néant. En regardant dehors, j'ai vu le sol, 4 étages plus bas, parsemé de débris de verre et de morceaux de béton cassés. Si quelqu'un avait suivi l'invitation sur la porte et était tombé, il aurait connu une mort horriblement douloureuse. J'explorais une vieille mine abandonnée pour la 2e journée consécutive, dans une petite ville du Midwest. Autrefois prospère grâce à l'exploitation minière, elle était désormais déserte, un vestige rouillé et délabré de son ancienne gloire. La mine se trouvait à environ 10 minutes à pied de la route la plus proche, nichée dans un coin reculé où le temps semblait s'être arrêté. Cette fois, j'étais accompagné de nouveaux amis et, heureusement, de meilleures lampes torchées. En arrivant, j'ai immédiatement remarqué un changement par rapport à la veille. La porte par laquelle j'étais entré la première fois était maintenant verrouillée avec un gros cadenas. Cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais l'excitation l'a emporté sur la prudence. Nous avons trouvé une autre entrée en escaladant le toit d'un des bâtiments principaux et avons décidé de continuer malgré tout. À ce moment-là, l'idée d'un danger réel ne semblait pas plausible. Ce n'était qu'une vieille mine abandonnée, après tout. Après avoir exploré environ 3 niveaux de galeries souterraines, nous sommes remontés au rez-de-chaussée pour examiner ce qui semblait être l'atelier ou le garage. Le lieu était sombre, le métal rouillé des murs laissait passer quelques rayons de lumière extérieure, créant une ambiance étrange et presque irréelle. Je me suis approché d'une de ces fentes pour regarder dehors, curieux de voir ce qui se trouvait de l'autre côté. C'est alors que je l'ai vu. Une tache de couleur vive, une anomalie dans ce paysage gris et marron. En regardant de plus près, j'ai compris qu'il s'agissait d'un homme portant un pull bleu. Pire encore, il n'était pas seul. 2 paires d'yeux nous observaient à travers les fissures du mur. Mon estomac s'est noué. Ce n'étaient pas des explorateurs urbains comme nous. Quelque chose dans leur posture, leur manière d'épier, m'a instantanément mis en alerte. Je me suis tourné vers mes amis, leur chuchotant précipitamment qu'il y avait des gens qui nous regardaient. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir ou poser des questions. Nous avons pris la seule décision logique, fuir. Nous avons couru jusqu'à la sortie par laquelle nous étions entrés, escaladé le toit, et sauté dans les bois derrière le bâtiment. Nos cœurs battaient à tout rompre alors que nous cherchions un endroit pour nous cacher. À peine étions-nous à l'abri que nous avons entendu un bruit de moteur. Les hommes étaient montés dans un pick-up et roulaient lentement dans la zone, cherchant visiblement à nous trouver. Le bruit du véhicule s'arrêtait parfois, et nous pouvions entendre les portières claquer, suivies de pas craquant sur les feuilles mortes et les branches, à peine à une vingtaine de pieds de notre position.
Nous étions cachés dans des buissons, tentant désespérément de contrôler nos respirations après notre sprint. C'est incroyablement difficile de calmer son souffle dans ces moments-là, surtout quand l'adrénaline est à son comble et que chaque bruit semble pouvoir vous trahir. Pendant ce qui a semblé une éternité, probablement 15 minutes, mais cela aurait tout aussi bien pu être une heure, nous sommes restés immobiles, écoutant chaque bruit, chaque craquement. Finalement, nous avons entendu les hommes remonter dans leur camion et s'éloigner lentement. Nous avons attendu encore quelques minutes avant d'oser bouger, par crainte qu'ils ne reviennent. Lorsque nous avons enfin décidé de partir, nous sommes sortis de notre cachette en silence, en nous assurant de rester bien loin de la mine et de tout autre bâtiment. Nous n'avons pas dit un mot jusqu'à ce que nous soyons bien en sécurité, loin de cet endroit sinistre. Quand j'avais 16 ou 17 ans, vers 2006, je traînais avec des amis dans un parc en banlieue ouest de Chicago. C'était une réserve forestière de taille moyenne avec une ambiance un peu industrielle à l'entrée, un grand terrain industriel mené au parking, suivi d'une prairie, puis d'une vaste forêt traversée de chemins sinueux. C'était le genre d'endroit où on pouvait facilement passer une après-midi à explorer et à flâner sans trop réfléchir. On se baladait dans la forêt depuis quelques heures, profitant de l'après-midi, quand on a commencé à remarquer des pentagrammes dessinés ici et là. Ce n'était pas forcément rare de trouver ce genre de trucs, des graffitis ou des marques laissées par des ados en quête d'un frisson. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'il y en avait plusieurs, concentrés autour d'un champ d'herbe haute d'environ 2000 pieds carrés. L'herbe faisait bien 1,20 m de haut, dense et entremêlée, et pour une raison que je ne saurais expliquer, j'ai eu l'idée stupide de m'aventurer au milieu du champ. C'était une de ces idées que l'on ne remet pas en question à 16 ans, mais qui, avec le recul, aurait dû me faire réfléchir. Mes amis m'ont suivi, un peu à contre-séhur. Une fois au centre du champ, on est tombé sur quelque chose d'étrange, une zone de terre fraîchement retournée, rectangulaire, d'environ 2,5 mètres de long sur 1 mètre de large. C'était comme une tombe parfaitement creusée. L'herbe haute qui l'entourait la cachait presque complètement, mais quand j'ai écarté les brins, c'était évident. On aurait dit un monticule funéraire, soigneusement façonné. Mon cœur a fait un bond. Tout dans cet endroit semblait crier qu'on n'avait rien à y faire. Je me suis tourné vers mon ami et lui ai dit qu'on devait partir immédiatement. Sans discuter, on a filé directement vers le parking, prenant le chemin le plus rapide pour sortir de là. Quand on est arrivé à la voiture, mon ami a sorti une cigarette. Il ne fumait jamais dans sa voiture, alors on est resté à côté pour se poser un instant et essayer de rationaliser ce qu'on venait de voir. On était nerveux, mais le fait d'être près du parking nous rassurait un peu. C'est là qu'une voiture de police a débarqué. Le flic a allumé ses gyrophares et s'est arrêté juste devant nous. Pris de panique, on a jeté nos cigarettes et commencé à monter dans la voiture, espérant éviter des ennuis pour avoir fumé en étant mineur. Mais le policier est sorti de sa voiture, et, sans trop s'intéresser à nos cigarettes, il nous a observé un instant avant de nous lancer, calmement mais sérieusement, « Vous feriez mieux de partir d'ici. Ce n'est pas un endroit sur une fois la nuit tombée. » On a hoché la tête sans poser de questions, monté dans la voiture, et quitté le parking aussi vite que possible. Sur le chemin du retour, personne ne parlait vraiment. Ce n'était pas juste l'étrangeté de la tombe improvisée ou des pentagrammes qui nous mettaient mal à l'aise. C'était ce que le policier avait dit, et surtout comment il l'avait dit. Ce n'était pas un avertissement classique, mais quelque chose qui résonnait avec un sous-texte inquiétant, comme s'il savait que rester là après la tombée de la nuit aurait des conséquences qu'il valait mieux ne jamais découvrir. Il y a quelques années, mes amis et moi avons décidé d'explorer une vieille usine textile abandonnée dans une région rurale de l'Alabama. L'endroit était un peu isolé, mais idéal pour ce genre d'expédition. Il y avait assez de végétation et de recoins pour cacher facilement une voiture, et si vous aviez un véhicule tout-terrain, vous pouviez même rouler directement sur le site. Nous y allions souvent, mais cette fois-là a définitivement changé ma perception de cet endroit. Ce jour-là, nous avions garé la voiture en plein milieu du terrain à l'arrière de l'usine. Le bâtiment était immense, un dédale de ruines industrielles parfait pour une soirée d'exploration. Nous avons décidé de grimper les échelles qui menaient au toit pour avoir une vue panoramique. Une fois là-haut,
le spectacle valait vraiment le détour. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de couleurs spectaculaires. C'était paisible, un moment de répit avant que l'obscurité ne nous enveloppe complètement. Lorsque le soleil a disparu à l'horizon, nous avons mis nos lampes frontales en marche, prêts à redescendre et à continuer notre exploration. C'est alors que l'alarme de ma voiture, garée en bas, a commencé à retentir. Le son a brisé le silence de la nuit naissante, et mon cœur s'est mis à battre plus vite. Quelqu'un était en bas, et la première pensée qui m'a traversé l'esprit était qu'on essayait de voler ma voiture. Avant même que nous puissions réagir, une lumière a jailli du toit du bâtiment en face de nous. Quelqu'un nous éclairait avec une lampe torche. La lumière était puissante, braquée directement sur nous, si bien que nous ne pouvions pas voir qui tenait la lampe. Ce qui était encore plus étrange, c'est que cette personne n'a rien dit. Pas un mot, pas un cri. Elle s'est simplement contentée de nous suivre du faisceau de sa lampe, silencieuse et immobile. Ma priorité à ce moment-là était ma voiture. Je me fichais presque de savoir qui c'était ou pourquoi ils étaient là. Nous avons rapidement descendu l'échelle, toujours sous le regard constant de cette lumière aveuglante, et nous avons couru vers la voiture. L'alarme continuait de hurler. Une fois arrivés, nous avons sauté dans la voiture, démarré aussi vite que possible, et quitté les lieux. La lumière ne nous a jamais lâchés jusqu'à ce que nous soyons hors de vue. Personne ne nous a poursuivis. Personne n'a crié ou tenté de nous arrêter. C'était simplement cette lumière froide et silencieuse, comme si quelqu'un voulait s'assurer que nous partions pour de bon. Ce silence et cette absence totale d'interaction ont rendu l'expérience encore plus troublante. C'était comme si on avait violé un territoire qui n'était pas censé être visité, et cette personne n'avait besoin de rien dire pour nous le faire comprendre. Je n'ai jamais remis les pieds là-bas. Peu après, l'usine a été démolie, et je n'ai plus eu de raison d'y retourner. Un tunnel en ciment inquiétant se dressait devant nous, à moitié dissimulé par les hautes herbes et les buissons d'un champ abandonné. Il semblait surgir de nulle part, un rectangle sombre encadré de béton brut, presque trop parfait dans ce paysage naturel et désolé. L'air était chargé de silence, le genre de calme qui met mal à l'aise. Nous étions 4 ce jour-là, poussés par une curiosité que nous allions rapidement regretter. Dès les premiers pas à l'intérieur, l'atmosphère changea. La température chuta, l'air devenant frais et stagnant, chargé d'une odeur étrange que nous ne pouvions identifier. Les murs étaient nus, rugueux, marqués de traces de moisissures et de fines fissures. L'écho de nos pas résonnait, semblant se prolonger bien au-delà de ce qui était naturel, comme si le tunnel aspirait les sons vers une profondeur inconnue. Nous avions déjà exploré des lieux similaires dans la région. Les collines environnantes abritent de vieux vestiges militaires, des abris antibombes et des silos à missiles laissés à l'abandon après la guerre froide. Ces lieux étaient souvent scellés ou effondrés, mais celui-ci était intact, comme si son existence avait été oubliée. Nous avancions prudemment, échangeant quelques blagues pour alléger l'ambiance, mais il était clair que chacun d'entre nous ressentait cette tension sourde, cette sensation d'être observé. Après une vingtaine de mètres, la lumière du jour, si réconfortante à l'entrée, avait presque entièrement disparu. Le tunnel semblait absorber la clarté, comme s'il ne voulait pas qu'elle y pénètre. Un de mes amis sortit une lampe torche. Son faisceau lumineux balaya les murs et le sol, révélant davantage de détails. Nous remarquâmes alors que le tunnel était parfaitement sec, dépourvu de toute trace d'humidité ou de mousse. Ce n'était définitivement pas une infrastructure de drainage. Les murs, bien que anciens, semblaient solides, conçus pour durer. Puis la lumière balaya le sol devant nous, et nous vîmes ce qui allait mettre fin à notre expédition, des empreintes de pieds nus. Elles étaient claires et nettes, marquées dans la fine couche de poussière qui recouvrait le béton. Les empreintes se succédaient en ligne droite, s'enfonçant dans l'obscurité du tunnel. Ce qui était le plus troublant, c'était leur direction. Tout allait vers les profondeurs. Pas une seule ne revenait. Un silence oppressant s'installa. Nous nous regardâmes, cherchant à deviner ce que chacun pensait, mais personne ne parlait. Puis l'un de mes amis murmura, « On ferait mieux de sortir. » Sa voix tremblait légèrement, et personne ne contesta. Nous reculâmes d'abord lentement,
comme si nous craignions que le moindre mouvement brusque ne déclenche quelque chose. Mais très vite, la peur prit le dessus, et nous nous mîmes à courir vers l'entrée. L'air chaud et la lumière du soleil furent un soulagement indescriptible quand nous émergîmes à l'extérieur. Nous nous arrêtâmes à une bonne distance du tunnel, haletant, et regardâmes en arrière, comme si quelque chose allait surgir derrière nous. Mais il n'y avait que ce trou béant, silencieux et sombre, qui semblait presque nous narguer. Nous sommes restés là un moment, à discuter nerveusement de ce que nous avions vu. Depuis, aucun de nous n'a eu le courage de retourner là-bas. Nous avons souvent plaisanté sur le tunnel, comme pour nous convaincre que ce n'était rien. Mais au fond, chacun sait que quelque chose, ou quelqu'un, hante ce lieu, et que notre instinct de fuir ce jour-là était probablement la meilleure décision que nous ayons prise. L'une des expériences les plus mémorables et les plus terrifiantes que j'ai vécues en exploration urbaine remonte à une mission en solo dans une église abandonnée. C'était une vieille bâtisse imposante, à moitié engloutie par la végétation, avec une atmosphère pesante qui aurait dû me faire réfléchir à 2 fois avant d'y entrer seul. Mais j'étais déterminé à l'explorer, alors je me suis glissé par une fenêtre du sous-sol. Le sous-sol était sombre et labyrinthique, avec des couloirs étroits qui semblaient s'étirer à l'infini. Après quelques minutes d'errance, je suis tombé sur une grande pièce ouverte. De l'autre côté, il y avait un escalier menant au niveau principal. Alors que je traversais la pièce, un bruit m'a stoppé net, des pas, venant de l'étage au-dessus. Mais pas des pas normaux. Ça sonnait comme une démarche étrange, quelque chose qui faisait un bruit comme une personne marchant avec une béquille ou une jambe de bois. Le son semblait tourner en cercle. Je me suis figé, hésitant sur ce qu'il fallait faire. J'avais déjà eu des rencontres avec des sans-abri lors de précédentes explorations, et elles s'étaient toujours bien passées. On échangeait quelques mots, je leur offrais une cigarette ou un peu de monnaie, et chacun continuait son chemin. Mais cette fois, quelque chose me semblait mal. Une intuition profonde me disait que je ne devais pas m'attarder. Prenant mon courage à 2 mains, j'ai décidé de continuer vers l'escalier. J'étais concentré sur les pas au-dessus de moi, tellement que je n'ai pas vu une vieille bombe de peinture rouler sur le sol. Mon pied l'a heurté, et le bruit métallique a résonné dans tout le sous-sol. Les pas se sont arrêtés net. Mon cœur battait à tout rompre alors que je fixais les escaliers. Soudain, les pas ont repris, mais cette fois en courant toujours avec ce bruit sinistre et ils se dirigeaient droit vers les escaliers. La terreur m'a envahi. Je me suis retourné et j'ai sprinté de toutes mes forces vers la fenêtre par laquelle j'étais entré. Je pouvais entendre les pas descendre les marches derrière moi. Avec un mélange de panique et d'adrénaline, j'ai réussi à me hisser hors de la fenêtre et à me jeter dehors. Une fois dehors, je me suis arrêté pour écouter, mais il n'y avait plus aucun bruit. Je suis resté là quelques minutes, haletant, mais rien ni personne n'est sorti. Visiblement, effrayé, l'intrus avait suffi. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais l'épilogue est encore plus étrange. Environ 3 semaines plus tard, je suis retourné à l'église, cette fois accompagné de 2 amis. Nous sommes entrés sans incident et avons exploré l'église principale. Il y avait des signes évidents de personnes vivant là, des matelas dans les coins, des traces de feu de camp, rien de surprenant dans un lieu comme celui-là. Mais ce qui nous a troublés, c'étaient les fenêtres. Sur plusieurs rebords, nous avons trouvé des oiseaux et des petits mammifères, tous décapités et soigneusement alignés. Une scène macabre qui a immédiatement mis tout le monde mal à l'aise. Pendant que nous explorions, un ami et moi avons décidé de monter au 3e étage, où se trouvaient des salles de classe et des bureaux. En montant les marches, je pouvais voir une porte entrouverte en haut de l'escalier. Mais à quelques marches de l'arrivée, la porte s'est brusquement refermée avec force. La pièce au-delà semblait sombre, sans fenêtre visible. Nous avons essayé de rouvrir la porte, mais mon ami a dit qu'il sentait une pression, comme si quelqu'un ou quelque chose la maintenait fermée de l'autre côté. Nous avons décidé que cela suffisait. Après en avoir discuté avec notre autre ami en bas, nous avons quitté les lieux, l'atmosphère pesante nous suivant jusqu'à l'extérieur. 3 ans plus tard, je suis retourné sur place, seul cette fois, pour voir si quelque chose avait changé. Quand je suis monté au 3e étage, la porte en haut des escaliers était grande ouverte. En pointant ma lampe torche à l'intérieur,
j'ai confirmé qu'il n'y avait pas de fenêtre, ni rien qui aurait pu expliquer le courant d'air qui aurait pu la claquer. L'espace était vide, silencieux, mais l'ambiance était aussi glaçante qu'à ma première visite. L'église est bien connue dans la communauté locale d'explorateurs urbains, mais personne d'autre n'a signalé d'incidents aussi étranges. La plupart des gens parlent simplement d'un sentiment de malaise en explorant les lieux. Personnellement, je pense que tout s'explique rationnellement, un sans-abri cherchant à me faire fuir, une personne souffrant de troubles mentaux responsable des animaux morts, et une porte claquée par un résident ne voulant pas être dérangé. Pourtant, même avec ces explications, cette série d'événements reste gravée dans ma mémoire comme une leçon, ne jamais explorer seul. Une nuit, mon frère et moi avons décidé de faire un peu d'exploration urbaine sur une ancienne base navale abandonnée. C'était une de ces nuits où l'obscurité semble plus dense, le silence plus oppressant, et où chaque pas résonne comme un coup de tambour. L'idée d'explorer ce lieu à minuit, alors que tout était enveloppé dans l'ombre, était aussi excitante qu'inquiétante. Nous avions réussi à entrer dans ce qui semblait être les anciens quartiers des officiers. Les lieux avaient un charme sinistre, des murs écaillés, des meubles abandonnés, des éclats de verre ici et là, et une odeur stagnante qui semblait imprégner chaque recoin. Nous nous faufilions à travers les couloirs, nos lampes torches et balayant les coins sombres, scrutant les moindres détails pour capturer quelques clichés mémorables. Alors que nous avancions, un bruit étrange s'est fait entendre, presque imperceptible au début. C'était un bourdonnement, comme un faible murmure mécanique, mais il semblait venir de quelque part tout près. Intrigués, nous nous sommes arrêtés pour écouter. Mon frère et moi sommes passionnés de photographie, alors j'ai eu l'idée de prendre une photo avec le flash pour voir si nous pouvions révéler ce qui se cachait dans cette obscurité épaisse. Le clic de l'appareil photo a retenti, et le flash a illuminé la pièce pendant une fraction de seconde. Ce que nous avons vu a figé le sang dans nos veines. Sur l'un des murs, à peine à quelques mètres de nous, se trouvait un nid d'abeilles gigantesque, d'environ 2 mètres de long. Il était massif, un monstre de cire et de bourdonnement vivant. Et pire encore, notre présence semblait les avoir dérangés. Des centaines d'abeilles rampaient déjà sur l'extérieur du nid, agitées, prêtes à réagir. La lumière du flash a disparu en un instant, replongeant la pièce dans le noir, mais l'image de ce nid grouillant était gravée dans nos esprits. C'était comme si le nid entier pulsait de vie, une masse grouillante qui semblait prête à exploser dans un nuage de piqûres. Nous n'avons pas réfléchi une seconde de plus. La peur primale a pris le dessus, et nous avons tourné les talons pour sortir de là aussi vite que possible. En courant vers la sortie, nos cœurs battant à tout rompre, nous avons aperçu des lumières clignotantes à travers les fenêtres brisées. Un véhicule approchait, et très vite, nous avons reconnu les gyrophares d'une voiture de police. Un officier venait visiblement vérifier les lieux, probablement alerté par une ronde ou un bruit suspect. Cela a ajouté une couche supplémentaire de panique. Non seulement nous devions échapper aux abeilles, mais aussi éviter de nous faire attraper en flagrant délit. Oh, voilà une histoire qui reste gravée dans ma mémoire. C'était un week-end, tard dans la nuit, probablement vers minuit, et je traînais avec ma copine et quelques amis. Nous avions entendu parler d'une vieille pépinière abandonnée, située dans la campagne non loin de notre université. L'endroit avait la réputation d'être un peu étrange, mais c'était exactement le genre d'exploration qui nous attirait. Nous avons garé la voiture et nous sommes sortis, l'air frais de la nuit ajoutant une touche dramatique à l'ambiance déjà inquiétante. J'étais en tête, suivi de mon meilleur ami et de ma copine, avec les autres qui nous suivaient de près. L'endroit était sombre et délabré, chaque pas résonnant dans le silence absolu. Pendant un bon moment, tout semblait assez normal du moins, pour une pépinière abandonnée. Des murs écaillés, des jouets cassés éparpillés sur le sol, des lits d'enfants rouillés laissés à l'abandon. Ce n'est qu'à la fin de notre exploration que les choses ont pris une tournure vraiment étrange. Nous sommes tombés sur un couloir court, qui menait à une petite pièce au bout. À l'intérieur, il y avait 2 lits pour bébés et des peintures de clowns accrochées au mur. Les images étaient grotesques, comme sorties d'un cauchemar. Elles semblaient presque bouger dans l'obscurité, leurs visages peints figés dans des expressions qui vous fixaient où que vous soyez dans la pièce. Alors que nous sortions de la pièce, ma copine s'est soudain arrêtée et a dit qu'elle avait entendu un rire,
un léger gloussement venant de la pièce. Nous nous sommes tous retournés pour la regarder, un mélange de confusion et de nervosité dans les yeux. C'est là que tout a basculé. La porte s'est brutalement refermée, avec un bruit sourd qui a résonné dans tout le bâtiment. Mon ami, qui était juste derrière moi, a crié. Mais ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'est que j'ai vu la porte se fermer de mes propres yeux, avant que quelqu'un ne la touche. Je sais ce que j'ai vu. La porte a bougé toute seule, comme si une force invisible l'avait poussée. Juste après, ma copine a crié à son tour, prise de panique. Nous étions tous figés sur place, stupéfaits, le souffle court, essayant de rationaliser ce qui venait de se passer. Quelques secondes se sont écoulées avant que l'instinct ne prenne le dessus et que nous décidions de quitter cet endroit au plus vite. Nous avons couru vers la voiture, le cœur battant, et sommes partis sans un mot. Il y a quelques années, j'ai réussi à convaincre un groupe de 5 ou 6 amis de m'accompagner dans une maison abandonnée que j'avais repérée. Elle se trouvait dans un endroit un peu étrange, au milieu d'une zone industrielle, sur l'un de ces chemins de service qui longent les autoroutes. La maison semblait complètement à l'abandon, mais son emplacement la rendait plus excitante à explorer. L'entrée principale était inutilisable, alors nous avons dû passer par le sous-sol. L'accès se faisait par une petite ouverture dans le mur du haut de l'escalier, presque comme un passage secret. Une fois à l'intérieur, l'ambiance était exactement ce que nous recherchions, un mélange de poussière, de moisissure et de mobilier abandonné. Les pièces étaient remplies de débris, les murs portaient des graffitis, et le silence était seulement brisé par le craquement occasionnel d'une planche sous nos pas. Nous avons exploré la maison pièce par pièce, à la recherche de tout ce qui pourrait nous intriguer ou nous effrayer un peu. Après un moment, j'ai eu une idée. Par pur amusement, j'ai décidé de faire une sorte de mission de reconnaissance. Je voulais marcher seul à travers la maison pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème, comme des policiers ou quelqu'un qui pourrait nous causer des ennuis. Mes amis pensaient que je faisais l'intéressant, mais j'avais cette étrange sensation que quelque chose n'allait pas. En traversant les pièces, je me suis approché d'une fenêtre qui donnait sur la rue. C'est là que je les ai vus, 2 voitures de police, gyrophares allumés, arrivant en trombe. Mon cœur a raté un battement. Elles se sont arrêtées juste devant le restaurant voisin. J'ai immédiatement supposé que quelqu'un nous avait repérés et signalés. C'était logique, un groupe d'adolescents entrant dans une maison abandonnée, c'était le genre de choses qui attirait l'attention. L'adrénaline a pris le dessus. Je me suis précipité vers l'escalier menant au sous-sol et j'ai crié à mes amis, les flics arrivent. Sortez par où on est entré, vite. Le temps semblait s'être ralenti alors que tout le monde se bousculait pour revenir à l'ouverture par laquelle nous étions passés. Heureusement, l'accès était encore dégagé, et nous avons réussi à sortir en vitesse, chacun rampant à travers le trou et se dispersant dans différentes directions. En nous regroupant plus loin, hors de vue, nous étions tous haletants, riant nerveusement de la situation. Personne ne savait si les policiers étaient réellement là pour nous, mais personne ne voulait rester pour le découvrir. La coïncidence de mon instinct pour vérifier la maison juste au moment où les flics arrivaient est quelque chose qui m'a marqué. Je ne suis pas particulièrement superstitieux, mais ce moment précis m'a fait réfléchir à l'intuition, ou peut-être simplement à la chance. Depuis, cette aventure est devenue une anecdote incontournable dans notre groupe. Quand j'avais environ 12 ans, mes amis et moi avons eu l'idée brillante de pénétrer dans une énorme installation de stockage de sel près de la baie de notre ville. C'était une propriété privée plutôt délabrée, utilisée par une entreprise qui, selon nous, vendait du sel pour l'entretien des routes pendant l'hiver. Mais à cet âge, ce genre de détails nous importait peu. Ce qui nous fascinait, c'était la montagne de sel qu'on pouvait apercevoir depuis l'extérieur, une masse imposante, d'environ 60 mètres de haut, presque irréelle. Un après-midi de novembre, nous avons décidé de nous faufiler sur la propriété et de grimper au sommet de ce géant de sel. C'était un défi, une aventure excitante. La montée était difficile, la pente était raide, et chaque pas glissait légèrement dans la couche friable sous nos pieds, mais l'excitation d'atteindre le sommet nous poussait à continuer. Une fois en haut, la récompense était au-delà de tout ce que nous avions imaginé, une vue imprenable sur la ligne d'horizon de la ville,
ces bâtiments illuminés se reflétant dans l'eau de la baie. Le ciel s'assombrissait doucement alors que l'après-midi se transformait en crépuscule, et pendant un moment, tout était parfait. Mais comme dans toutes les bonnes aventures, le calme n'a pas duré. Alors que nous commencions à redescendre, nous avons aperçu un mouvement au pied de la montagne. En regardant de plus près, nous avons vu 5 Doberman, leurs regards perçants fixés sur nous. Ils attendaient, immobiles, leurs silhouettes noires se découpant contre la lumière mourante du jour. Nos cœurs ont immédiatement commencé à battre plus vite. Ils ne pouvaient pas grimper, le sel leur rendait la traction impossible, et cela devait aussi leur blesser les pattes, mais cela ne les empêchait pas de nous regarder avec une intensité qui nous glaçait. Nous avons commencé à paniquer. Le petit frère d'un de mes amis a éclaté en larmes, et nous avons crié à l'aide, espérant que quelqu'un dans les environs pourrait nous entendre. Mais c'était un dimanche froid, tard dans l'après-midi, et l'endroit était désert. Le temps passait, et la lumière du jour disparaissait lentement, plongeant la scène dans une ambiance encore plus sinistre. Nous étions coincés là-haut, à court d'idées, figés par la peur et le froid. Finalement, nous avons décidé de rester immobiles, de nous coucher sur le sommet du sel, et d'attendre en silence. Peut-être que si nous disparaissions de leur vue, les chiens se lasseraient et partiraient. Après ce qui nous a semblé une éternité, nos espoirs se sont réalisés. Les Doberman ont commencé à se désintéresser, flairant le sol et s'éloignant peu à peu. Nous avons attendu encore 20 minutes, retenant notre souffle, pour être sûrs qu'ils ne reviendraient pas. Quand nous étions enfin convaincus qu'ils étaient partis, nous avons descendu la montagne aussi vite que possible, glissant et trébuchant sur le sel, sans perdre une seconde. Une fois au pied, nous avons couru comme des fous vers la clôture par laquelle nous étions entrés. Le temps qu'on atteigne la sortie, nous étions épuisés, mais soulagés au-delà de tout. Aucun de nous n'a regardé en arrière. En rentrant chez nous, nous avons trouvé nos parents furieux, prêts à appeler la police parce qu'il faisait nuit noire et que nous étions portés disparus depuis des heures. Ils nous ont passé un savon monumental, mais à cet instant, rien ne semblait plus effrayant que ces Doberman. Cet épisode reste l'une des expériences les plus terrifiantes de mon enfance. Quand j'étais adolescent, mes amis et moi avions une habitude un peu douteuse, organiser des petites fêtes dans le vieux département de biologie de l'université locale. Le bâtiment était désaffecté, entouré d'une clôture en fil barbelé. L'un de nous, probablement dans un élan de génie adolescent, avait découpé un trou dans la clôture pour nous y faufiler. C'était notre passage secret, et pour une raison inexplicable, cet endroit délabré avait un charme certain. Peut-être la 4e ou 5e fois qu'on y traînait, un petit groupe d'entre nous a décidé d'explorer un peu plus loin. On est tombé sur un laboratoire qui semblait presque figé dans le temps. Des bêchers et des fioles étaient encore alignés sur les étagères, certains contenant des liquides ou des résidus mystérieux. Ce qui a vraiment attiré notre attention, cependant, c'était cette énorme porte au fond de la pièce. Elle ressemblait à la porte d'une chambre froide industrielle, et elle était recouverte de rubans plastiques, un peu comme du ruban de scène de crime. Évidemment, en tant qu'adolescents pleins de bravoure et de stupidité, nous avons décidé de voir ce qu'il y avait derrière. Nous avons arraché le ruban sans réfléchir aux raisons pour lesquelles il pouvait être là et ouvert la porte. L'air froid et stagnant qui s'en échappait portait une odeur étrange, légèrement chimique. À l'intérieur, il y avait des étagères remplies de bocaux, contenant des liquides, des poudres et d'autres substances dont on ne voulait probablement pas connaître la provenance. C'est alors que nous avons remarqué le sol. Un des bocaux avait chuté et s'était brisé, répandant une poudre rouge sur tout le sol. La substance semblait s'être infiltrée partout, comme si elle recouvrait chaque centimètre de la pièce. Au début, nous étions fascinés, mais très vite, une pensée désagréable s'est imposée, et si ce truc était dangereux? L'idée qu'on puisse inhaler quelque chose de toxique ou de pire encore nous a pris à la gorge. Sans perdre de temps, nous avons fait marche arrière, refermé la porte, et rejoint le reste du groupe pour leur dire qu'il était temps de partir. Personne n'a posé de questions. Nous avons rassemblé nos affaires et quitté le bâtiment aussi vite que possible, jurant de ne jamais revenir. Je ne saurais probablement jamais ce qu'était cette poudre rouge. Peut-être que c'était inoffensif, une substance quelconque laissée là depuis des années. Ou peut-être que c'était quelque chose de bien plus dangereux,
un produit chimique mal stocké ou abandonné après la fermeture du département. Un jour, lorsque je vivais encore dans le sud rural, une amie m'a proposé d'aller explorer une vieille caravane abandonnée. Elle voulait me montrer une pile de vieux magazines Playboy qui traînaient à l'intérieur. Curieux et un peu amusé, j'ai accepté de la suivre. La caravane avait l'air d'un cliché d'endroit sinistre, avec des pentagrammes peints sur la porte d'entrée et sur un mur de la chambre à coucher, accessible par la cuisine. Mais ça ne m'a pas vraiment effrayé. Mon frère avait été un ado un peu edgy, et j'étais habitué aux pentagrammes croisés ici et là, toujours maladroitement dessinés par des idiots en quête de sensations fortes. Non, ce qui était vraiment effrayant, c'était ce qu'on a trouvé dans la pièce du fond, au bout du couloir. Suspendu au ventilateur du plafond, par les pattes arrière, se trouvait un chat. Il pendait là, à moitié mort. L'image m'a instantanément glacé le sang. Je ne savais pas ce qui était le plus troublant, la cruauté de la situation ou le fait que quelqu'un ait laissé cette pauvre créature dans cet état. Mon ami et moi avons décidé qu'on ne pouvait pas le laisser là. Il fallait le détacher, appeler les flics et, si possible, l'enterrer chez elle pour lui donner un semblant de paix. Alors que nous nous approchions pour le descendre, il s'est réveillé. Un cri rauque et désespéré s'est échappé de sa gorge. Pris de panique, le chat s'est débattu, griffant tout ce qu'il pouvait atteindre. Mes bras ont pris un coup, et mon ami a eu une griffure profonde sur le visage. Le pauvre animal était si faible qu'il ne pouvait même pas courir correctement. Il vacillait, trébuchait, mais continuait de se battre pour sa vie. Après quelques minutes chaotiques, nous avons réussi à l'envelopper dans mon t-shirt. Le cœur battant, nous sommes partis en direction de la maison de mon ami, le chat blotti contre moi. Une fois sur place, nous avons raconté toute l'histoire à sa mère, qui, bien que choquée, a pris les choses en main. Elle a appelé un vétérinaire pour expliquer la situation, et nous avons rapidement emmené le chat pour qu'il soit soigné. Le vétérinaire a confirmé que le chat avait de graves blessures. Ses pattes arrière étaient disloquées, il était complètement édenté, et ses yeux étaient voilés par de mauvaises cataractes. Pourtant, malgré tout cela, ce vieux félin avait une volonté de vivre impressionnante. Après des soins appropriés, il est revenu chez mon ami pour vivre ses jours de retraité. Contre toute attente, ce chat a survécu encore 6 ans. Il boitait à cause de ses pattes abîmées, ne voyait presque rien, et ses gencives n'étaient pas en mesure de mâcher autre chose que de la nourriture molle, mais il avait un esprit combatif qu'aucune de ses blessures n'a pu briser. Un jour, j'explorais une ancienne station de filtration des eaux pluviales. Le lieu, abandonné depuis longtemps, était à la fois fascinant et sinistre. Les niveaux inférieurs des bâtiments principaux étaient inondés, créant une ambiance presque surnaturelle. Des reflets d'eau stagnante dansaient sur les murs, et une odeur de végétation pourrissante flottait dans l'air. L'endroit était envahi par la nature, des plantes poussaient à travers les fissures du béton, et les ronces recouvraient les allées. C'était ma deuxième visite. La première fois, je m'étais arrêté aux bâtiments principaux, impressionné mais trop prudent pour m'aventurer plus loin. Cette fois, un ami m'accompagnait, et ensemble, nous étions déterminés à explorer davantage. En arpentant les lieux, nous sommes tombés sur un tuyau gigantesque avec une trappe d'accès ouverte à un ancien trou d'homme. L'idée nous est venue, idiote à bien des égards, de grimper à l'intérieur. Le plan semblait simple, nous avions repéré une autre trappe similaire de l'autre côté du complexe, alignée avec la direction du tuyau. Nous pensions qu'il ne pouvait s'agir que de la sortie. Ce n'était qu'une supposition, mais à ce moment-là, l'excitation et l'adrénaline nous faisaient croire que tout était sous contrôle. L'intérieur du tuyau était sombre, humide et glissant. Nos lampes torchées éclairaient à peine quelques mètres devant nous. Chaque bruit semblait amplifié, résonnant dans cet espace confiné, et la sensation d'enfermement devenait de plus en plus palpable à mesure que nous avancions. La paroi était tapissée d'une fine couche de boue visqueuse, et le tuyau dégageait une odeur métallique et terreuse. Après une marche laborieuse qui nous semblait interminable, nous sommes enfin arrivés à l'endroit où nous pensions sortir. Mais nos cœurs se sont figés en découvrant que la trappe était soudée. Impossible de l'ouvrir. Nous avons frappé dessus,
tenté de la forcer, mais rien n'y faisait. À ce moment-là, une réalité glaçante s'imposa à nous, notre unique option était de rebrousser chemin. C'est là que tout a empiré. En revenant sur nos pas, nous avons réalisé que le tuyau descendait légèrement en pente. La boue et la viscosité des parois rendaient l'ascension incroyablement difficile. Chaque fois que nous essayions de grimper, nos pieds glissaient et nous perdions notre appui. La peur s'insinuait lentement, mais sûrement. L'idée de rester coincé dans cet endroit étroit, sombre et asphyxiant me nouait l'estomac. Je n'avais jamais ressenti un tel niveau de claustrophobie auparavant. Mon souffle devenait court, et chaque son de mes mouvements semblait se transformer en un grondement assourdissant. Mon ami, lui aussi, commençait à paniquer, son ton de voix trahissant une peur qu'il tentait de contenir. Nous avons dû nous arrêter plusieurs fois pour reprendre notre souffle et réfléchir. Finalement, en nous aidant mutuellement et en nous agrippant aux aspérités les plus infimes, nous avons progressé lentement. Quand nous avons enfin aperçu la lumière de l'entrée, c'était comme une renaissance. Le sentiment de soulagement était si puissant que je me suis surpris à rire nerveusement en sortant du tuyau, trempé, couvert de boue, et les muscles en feu. Nous nous sommes effondrés dans l'herbe, haletant, en silence pendant un moment. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais mis les pieds dans cet endroit, ni dans aucun autre lieu confiné. L'idée même de ces tuyaux me fait frissonner. Ce que j'ai ressenti ce jour-là reste gravé dans ma mémoire, un mélange oppressant de peur, de vulnérabilité et d'une leçon durement apprise sur la valeur de la prudence. Lors de mon déploiement sur la base aérienne d'Al-Assad, en Irak, mon unité a pris possession d'un immense hangar adossé à une série de vieux bunkers. Ces structures étaient impressionnantes, de gigantesques pyramides de béton surgissant du sable, vestiges de l'époque de Saddam Hussein. Une nuit où je n'avais rien de mieux à faire, j'ai décidé d'explorer un peu. L'idée de me promener seul dans un endroit aussi étrange avait un certain attrait. En parcourant les lieux, j'ai trouvé une grille d'aération au sommet d'un des bunkers. Par curiosité, je l'ai délogée avec un coup de pied. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, j'ai vu que le conduit menait à une échelle métallique descendant profondément dans l'obscurité. Avec des bâtons lumineux à la main, j'ai décidé de m'aventurer. En descendant l'échelle, je me suis retrouvé dans un espace souterrain sombre, rempli de cartouches vides et de morceaux d'armes abandonnés. L'endroit avait une odeur étrange, un mélange de métal, de poussière, et de quelque chose de plus ancien et indéfinissable. Mon faisceau de lumière a balayé une porte, qui, à première vue, ressemblait à celle d'un bureau. Intrigué, je suis entré. À l'intérieur, j'ai trouvé ce qui semblait être le bureau d'un officier. Sur le bureau, il y avait un carnet poussiéreux qui s'est avéré être une sorte de journal. En réalité, c'étaient les comptes rendus de plusieurs années de réunions de parti, probablement sous le régime de Saddam. En fouillant un peu plus, j'ai aussi trouvé un drapeau, probablement un artefact du régime. Fier de ma découverte, je me suis senti comme un explorateur chanceux dénichant un trésor oublié. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure beaucoup plus inquiétante. En continuant mon exploration, j'ai trouvé une petite porte de placard. Avec un mélange de curiosité et d'appréhension, je l'ai ouverte. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang, l'intérieur était rempli du sol au plafond d'objets explosifs non explosés. Il y avait de tout, des grenades, des paquets de C4, des obus de mortier, et d'autres engins explosifs que je ne pouvais même pas identifier. Tout était ancien, visiblement abandonné depuis des décennies, mais incroyablement dangereux. À cet instant, mon instinct de survie a pris le dessus. Je suis remonté par l'échelle plus vite que je ne pensais pouvoir le faire, mes bâtons lumineux toujours dans ma main. Une fois en haut, j'ai replacé la grille d'aération aussi discrètement que possible et suis parti avec un calme exagéré, comme si rien ne s'était passé. Intérieurement, j'étais en panique totale. Chaque pas que je faisais me semblait ridicule tant je voulais juste me mettre en sécurité. Je n'ai jamais parlé de cette découverte à ma chaîne de commandement, ni à quiconque sur la base. Peut-être que j'aurais dû signaler ce que j'avais vu, mais à l'époque, la simple idée de retourner là-bas ou de devoir expliquer pourquoi j'étais en train de fouiner là où je n'aurais pas dû m'a convaincu de garder le silence. Je me suis contenté de garder le journal et le drapeau comme souvenir et de ne plus jamais m'approcher de ces bunkers.
À la fin des années 90, dans une petite ville du Midwest touchée par l'effondrement économique, un de mes camarades de lycée a vécu une expérience qui a marqué à jamais notre communauté. Les vieilles usines abandonnées qui bordaient la région étaient un terrain de jeu dangereux, mais irrésistible pour les adolescents en quête de sensations fortes. Ces bâtiments massifs en briques rouges, vestiges d'une époque révolue, se tenaient là, rongés par le temps et le désespoir, comme des monuments silencieux de la désindustrialisation. Un samedi matin, lui et ses amis, galvanisés par l'ennui et l'adrénaline, décidèrent de pousser leur exploration plus loin que d'habitude. L'un d'eux venait d'obtenir son permis, et ils eurent l'idée de conduire leur vieille voiture sur les voies ferrées désaffectées qui reliaient les usines, à travers des vallées oubliées et des forêts denses où aucune route praticable ne passait. Ces villes fantômes étaient si reculées que personne ne s'y aventurait. Rien ne les reliait au monde moderne. Des bâtiments délabrés, des routes déformées, des maisons abandonnées, tout semblait pris dans une capsule temporelle. Ils roulèrent pendant des heures, perdus dans cette ambiance lugubre. Ce n'est qu'après la tombée de la nuit qu'ils atteignirent une ancienne usine qu'ils avaient repérée sur le chemin. Ils pénétrèrent dans un des bâtiments en briques. Ces bureaux étaient toujours les endroits les plus intéressants à explorer, avec des paperasses oubliées, des meubles brisés, et parfois des indices sur ce qu'avait été la vie dans ces lieux autrefois pleins de vie. Après avoir escaladé une fenêtre et parcouru quelques couloirs, ils décidèrent de se séparer pour couvrir plus de terrain. Mon camarade, celui qui allait perdre sa main, trouva une vieille échelle rouillée menant à une salle de machine au dernier étage. Ce genre de pièce était habituellement gigantesque, rempli d'anciennes turbines et de ventilateurs qui servaient autrefois à maintenir l'air circulant dans les vastes halls industriels. Il grimpa seul, curieux, son cœur battant au rythme de l'aventure. Mais en atteignant la pièce, les choses prirent une tournure terrifiante. Il entendit un grognement sourd, guttural, suivi du bruit de griffes raclant le sol. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, une ombre surgit dans la pénombre. Un chien énorme, sauvage, se jeta sur lui. Puis un autre. Il hurla, appelant à l'aide, mais il n'atteignit jamais la porte. L'un de ses amis, qui était le plus proche, courut à sa rescousse en entendant ses cris déchirants. Lorsqu'il arriva, le chien avait déjà sa mâchoire fermement refermée sur sa main. La bête tirait, déchirant chair et os, tandis que ses crocs semblaient impossibles à déloger. Son ami donna des coups de pied et de poing pour libérer sa main, mais le chien, enragé, ne lâchait rien. Il fallut à deux d'entre eux pour traîner l'animal, toujours accroché à sa victime, jusqu'à la porte. Ce n'est qu'alors qu'ils remarquèrent la chaîne. Le chien avait été attaché à une laisse, longue juste ce qu'il fallait pour l'empêcher de sortir de la pièce. Une fois passé le seuil, la chaîne tira le chien en arrière, et ils parvinrent à s'enfuir. En panique totale, ils coururent jusqu'à leur voiture. Sa main était en lambeaux, inutilisable, saignant abondamment. Ses amis conduisirent aussi vite qu'ils purent, mais dans leur confusion et leur terreur, ils prirent un mauvais chemin, se retrouvant de nouveau face à l'usine. Des lumières brillaient maintenant à l'intérieur, bien trop vives pour être naturelles. Quelqu'un était là. Ils firent demi-tour et, après de longues minutes sur des routes accidentées, trouvèrent une maison éclairée. Ils frappèrent à la porte, en désespoir de cause, et expliquèrent la situation. La police et une ambulance furent appelées, mais l'état de leur ami s'aggravait. Entre les larmes, la douleur et la fatigue, il perdit connaissance. Plus tard dans la nuit, la police intervint sur le site. Ce qu'ils découvrirent ajouta une couche de terreur à cette histoire déjà macabre. L'usine abritait un laboratoire de méthamphétamine clandestin. 3 chiens, visiblement dressés pour attaquer, étaient enchaînés à des points stratégiques. Tous les 3 avaient été abattus avant l'arrivée des forces de l'ordre. Les autopsies révélèrent des cordes vocales endommagées. Les chiens ne pouvaient pas aboyer et de nombreuses cicatrices sur leur corps, preuve d'une vie de maltraitance. Cette tragédie marqua profondément notre ville. Elle fit les gros titres des journaux locaux et provoqua une vague de démolition des anciennes usines jugées trop dangereuses. Mon camarade perdit plusieurs doigts, et sa main fut finalement amputée. Ce jour-là, il perdit bien plus qu'un membre, il perdit une partie de son insouciance et de sa jeunesse, emporté dans l'obscurité de cette nuit terrifiante. Pendant mes années à l'université de Chicago,
j'ai eu une phase d'exploration urbaine, ou du moins quelque chose qui s'en rapproche. Il rénovait certaines stations de la Green Line, et un ami et moi avions pris l'habitude de sauter les tourniquets la nuit dans une station fermée juste en face de notre immeuble. L'endroit, désert et silencieux, était parfait pour se poser, se détendre, et regarder les trains passer tout en étant un peu défoncés. Le deuxième soir où nous étions là-bas, un conducteur de train nous a remarqués. À notre grande surprise, il a arrêté le train et ouvert les portes. Amusés par l'idée de monter dans un train désert à une heure pareille, nous avons sauté sur l'occasion. Il n'y avait qu'une autre personne dans le wagon, un type à l'air débraillé, assis tout au bout. On s'est dit que ce serait marrant de simplement rouler jusqu'à ce que le train fasse demi-tour pour revenir. Au début, tout allait bien. Le train roulait, et nous étions dans cet état un peu flottant où rien ne semble vraiment grave. Mais après quelques minutes, on a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Le gars au bout du wagon, qu'on avait vaguement remarqué en train de tripoter quelque chose, n'était pas en train de faire ce qu'on avait d'abord imaginé et espéré éviter, il ne se masturbait pas. Il nettoyait une arme. Une putain d'arme à feu. Le temps s'est comme figé. L'adrénaline a rapidement dissipé notre état d'euphorie, et nous avons échangé un regard qui voulait dire « on descend au prochain arrêt, peu importe où c'est ». Dès que le train s'est arrêté, nous avons bondi hors du wagon, respirant enfin. Ce n'est qu'alors que nous avons réalisé que nous étions sur une ligne Ashland. Pour ceux qui ne connaissent pas Chicago, disons simplement que ce n'est pas l'endroit où l'on veut se retrouver, en pleine nuit, sans savoir où aller ni comment revenir. C'est là que les choses deviennent floues. À ce jour, ni mon ami ni moi ne pouvons vraiment expliquer comment nous sommes rentrés. Est-ce qu'on a pris un autre train? Trouvé un taxi? Errer jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose de familier? Aucune idée. C'est comme si nos cerveaux avaient effacé cette partie de la nuit, probablement pour nous épargner la panique ou le stress. Ce n'est qu'en écrivant cette histoire aujourd'hui que je réalise à quel point tout cela était stupide. La station où nous étions ne fonctionnait plus même si le train avait fait demi-tour, il n'aurait jamais marqué un arrêt là-bas. Nous n'avions aucun plan, aucune idée de ce que nous faisions. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, on a survécu. Un jour, un ami, sa petite amie de l'époque, et moi avons décidé d'explorer un système de grottes que nous avions découvert par hasard. Nous étions à 3 heures de marche dans un parc national reculé, loin de toute route accessible, dans une région côtière appelée Wilson Promontory, au sud de Victoria, en Australie. Ce lieu, sauvage et isolé, avait une beauté brute qui nous avait poussés à partir à l'aventure. La grotte était sombre, humide et froide, mais nous étions équipés de lampes torchées sur nos téléphones, heureusement. L'entrée était large, et la progression facile au début, mais à mesure que nous avancions, les tunnels se rétrécissaient. La roche ruisselait d'eau, et des insectes bizarres, inconnus, tombaient parfois sur nous depuis le plafond. Ces créatures étranges, aux pattes effilées et aux mouvements saccadés, ajoutaient un élément de malaise à cette expédition déjà intimidante. À un moment, nous sommes arrivés à un passage étroit et descendant, une sorte de toboggan naturel fait de pierres lisses et inclinées. Nous avons décidé de continuer en glissant sur nos fesses, une technique un peu risquée mais efficace. Mon ami et sa petite amie, plus petits et plus minces que moi, n'ont eu aucun problème à passer. Je suis grand et maigre, mais mes épaules larges ont rapidement rendu la manœuvre plus difficile. Malgré tout, je me suis faufilé en rappant contre les parois, jusqu'à ce que nous atteignions une sorte de cavité plus grande. L'obscurité était totale à l'intérieur, et seule la lumière crue de nos téléphones perçait les ténèbres. Après un moment à explorer cette salle naturelle, l'humidité et la sensation d'être enfermé commencèrent à peser sur nous. Il était temps de rebrousser chemin. Le problème se posa lorsque nous tentâmes de remonter le passage étroit. Mon ami et sa petite amie réussirent à grimper à reculons, leur corps plus petit se contorsionnant sans problème. Mais pour moi, c'était une autre histoire. Mes épaules étaient trop larges pour que je puisse bouger mes bras librement dans l'espace restreint. J'étais coincé. À cet instant, une vague de panique me submergea. La pensée d'être bloqué là, dans ce trou froid, humide et totalement isolé, loin de toute aide, était terrifiante. J'essayais de bouger, de me tortiller, mais rien n'y faisait. Heureusement, mes bras étaient tendus devant moi, et mon ami,
déjà sorti du passage, réussit à saisir mes mains. Il tira avec toute sa force, mais l'angle était mauvais, et mes épaules protestèrent violemment. La douleur était intense, et j'étais certain qu'il allait me déboîter les articulations. Je dus moi aussi me contorsionner, cherchant le moindre mouvement qui pourrait réduire ma largeur ou m'aider à me dégager. Ce fut laborieux, mais, petit à petit, avec des grognements de douleur et des encouragements de mes deux compagnons, je réussis à me hisser hors du tunnel. Une fois dehors, je restais là, allongé sur le sol froid de la grotte, reprenant mon souffle. Alors que la lumière du jour nous enveloppait à nouveau après avoir quitté la grotte, un sentiment de soulagement indescriptible me submergea. Je réalisais à quel point cela aurait pu mal tourner. Si mon ami n'avait pas pu me tirer, je serais resté coincé, dans le froid et l'obscurité, à attendre un secours qui aurait nécessité des machines lourdes et peut-être même détruit une partie de cet écosystème intact. Cela aurait été une catastrophe écologique que je n'aurais jamais pu me pardonner. Oh, j'ai une histoire pour vous. Un jour, je suis parti explorer un campus universitaire abandonné. C'était un endroit fascinant, destiné à être démoli, avec des graffitis impressionnants sur les murs. Pendant toute l'exploration, j'envoyais des vidéos à un ami pour lui montrer les lieux et partager l'expérience. Le site était assez singulier, un grand terrain vide d'environ 100 mètres de chaque côté, avec un seul bâtiment au milieu. Ce bâtiment de 3 étages avait une grande aire ouverte au rez-de-chaussée où se trouvait une vieille voiture abandonnée. Je me promenais, admirant les graffitis et les débris éparpillés un peu partout, tout en filmant pour mon ami. Puis, je suis arrivé près de cette voiture, prêt à capturer de près le graffiti à côté. C'est à ce moment-là que la voiture s'est allumée. Oui, la voiture abandonnée a soudainement démarré. Mon cœur a sauté dans ma poitrine. Instinctivement, j'ai levé les mains en signe de paix et fait un geste vers la grille pour indiquer « Désolé, je ne savais pas que quelqu'un était ici, je pars tout de suite. » Mais le type dans la voiture n'avait pas l'air d'humeur à discuter. Il a commencé à klaxonner de manière assourdissante et à faire rugir le moteur comme un fou. À ce moment-là, l'instinct de survie a pris le dessus. Je me suis retourné et j'ai couru à toute vitesse vers l'entrée. Alors que je sprintais, complètement paniqué, le type a accéléré et s'est lancé à ma poursuite, tout en continuant de klaxonner. Je filais aussi vite que possible sur l'allée, le bruit infernal du klaxon résonnant derrière moi. Dans ma précipitation, j'ai accidentellement envoyé une vidéo à mon ami, celle où je filmais le graffiti juste avant que tout ne dégénère. Le message était sous-titré 1111, un envoi accidentel qui reflétait bien mon état d'esprit chaotique. La situation s'aggravait de seconde en seconde. J'étais en plein dans le faisceau des phares, le type me suivant de près. Paniqué, j'ai quitté l'allée et tenté de traverser un tas de rochers. Mauvaise idée. En dévalant les pierres, je suis tombé, m'éraflant méchamment le genou et envoyant mes lunettes voler. Elles se sont rayées en heurtant le sol, mais je n'avais pas le luxe de m'attarder. Je les ai récupérées à la hâte, me suis relevé tant bien que mal, et me suis dirigé vers une clôture couverte de buissons. Le type a arrêté sa voiture près de là où je m'étais caché. Il a baissé la vitre, et l'odeur qui s'en est échappée était immonde. On aurait dit qu'il vivait dans cette voiture. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pourrait m'entendre. Je me suis enfoncé davantage dans les buissons, espérant qu'il finirait par s'en aller. Pendant près de 20 minutes, je suis resté accroupi là, le souffle court et la jambe en feu. La voiture continuait de tourner au ralenti, et je n'avais aucun moyen de fuir sans qu'il ne me voie. Pendant ce temps, mon amie qui recevait mes messages devenait complètement paniquée. Elle pensait que quelque chose de terrible m'était arrivé. Ne supportant plus l'idée que je sois en danger, elle a pris sa voiture et s'est précipitée vers le site pour me sauver. Lorsqu'elle s'est garée un peu plus loin, le type a remarqué sa voiture et s'est dirigé vers elle, ce qui m'a donné une chance inespérée. Dès que son attention s'est détournée, j'ai escaladé la clôture tant bien que mal, malgré la douleur de ma jambe blessée. Elle a roulé jusqu'à l'endroit où je me trouvais, et je me suis jeté dans la voiture. Nous avons quitté les lieux à toute vitesse, mon cœur battant encore à tout rompre. Ce moment restera gravé dans ma mémoire comme l'un des plus terrifiants de ma vie. Jamais je n'ai autant apprécié quelqu'un que ce jour-là.
Elle m'a littéralement sauvé la vie, et je ne retournerai plus jamais dans cet endroit. Certaines aventures ne valent pas le risque. Une nuit, j'ai décidé d'explorer un hôpital abandonné. L'endroit était sinistre, comme on pourrait s'y attendre, des murs écaillés, des couloirs plongés dans une obscurité oppressante, et une odeur de moisissure qui semblait flotter dans l'air. Il était tard, et le silence était total, amplifiant le moindre de mes mouvements. Chaque pas que je faisais semblait résonner à l'infini dans ces espaces vides, me rappelant constamment que j'étais seul. J'avançais prudemment, éclairant les murs et le sol avec ma lampe torche, en essayant de ne pas trop penser à ce qui pouvait se cacher dans l'obscurité. Je me disais que j'allais juste explorer 1 ou 2 étages, prendre quelques photos pour le frisson et rentrer chez moi. Rien d'extrême, juste une petite aventure nocturne. C'est alors que je l'ai vu. Une lumière a jailli d'un couloir à ma gauche, un faisceau blanc brillant qui balayait le sol et les murs. Mon cœur s'est figé. Il n'y avait personne d'autre censé être là. Ce bâtiment était complètement isolé, et je n'avais vu aucune voiture ou signe de vie à l'extérieur. Pris de panique, je me suis retourné et j'ai commencé à courir, mon souffle se raccourcissant à chaque pas. C'est là que j'ai entendu ce qui allait me hanter pendant des jours. Un rire éclata derrière moi, déformé, inhumain, aussi fort que dérangeant. C'était un son qui semblait tordu, comme s'il venait d'un vieux haut-parleur cassé, mais avec une intensité presque vivante. Je courais à toute vitesse, mais le rire continuait, se mêlant soudain à un cri perçant, un hurlement d'homme qui semblait plein de douleur et de désespoir. Le cri fut suivi du bruit net de quelque chose qui se brisait, un fracas brutal qui résonna dans tout le bâtiment. Mon cœur battait à tout rompre, et j'ai traversé les couloirs à toute allure, sans me soucier de savoir d'où venaient ces bruits. Une seule pensée m'obsédait, sortir, maintenant. J'ai atteint une fenêtre ouverte par laquelle j'étais entré et je me suis précipité dehors, mes jambes tremblant alors que je m'éloignais le plus vite possible de cet endroit maudit. Pendant des jours, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à cette nuit. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Était-ce un sans-abri? Un autre explorateur? Quelque chose de plus sinistre? L'idée que ces sons provenaient de quelque chose de surnaturel me hantait. Puis, j'ai appris la vérité. Mon ami, qui savait que j'allais explorer l'hôpital ce soir-là, avait décidé de me faire une farce. Il s'était caché dans l'un des couloirs et avait apporté un haut-parleur portable avec lui. Le rire déformé, le cri de l'homme, et le fracas provenaient tous d'une vidéo YouTube qu'il avait trouvée. Apparemment, il avait diffusé des sons tirés d'un clip sur le SCP-Bonebreaker, une créature fictive terrifiante. Il avait calculé son coût pour que tout ait l'air réel, sachant exactement quand et où j'allais passer. J'étais furieux en apprenant cela, mais en même temps, soulagé. Ce n'est pas exactement une histoire d'exploration urbaine, mais elle m'a marqué, alors je la partage quand même. J'étais en camping en Colombie-Britannique avec ma copine de l'époque et son chien. Nous avions trouvé un coin reculé, paisible, parfait pour passer la nuit sous les étoiles. À part nous, il n'y avait que 2 autres personnes dans la zone, un couple qui avait l'air un peu rude, mais nous n'y avons pas prêté trop attention. Il était tard, et nous étions fatigués, alors nous avons monté la tente et nous nous sommes installés sans trop réfléchir. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions déjà dans la tente, nous avons entendu des bruits de pas qui se rapprochaient. Le chien a immédiatement commencé à aboyer, les poils hérissés, ce qui nous a mis en alerte. Je suis sorti pour voir ce qui se passait, et là, je vois un homme, seul, debout juste à l'extérieur de notre campement. Il disait vouloir caresser le chien. À minuit. Il n'avait pas l'air hostile, mais il n'avait pas non plus l'air amical. Son comportement était étrange, il ne répondait pas vraiment à ce que je disais, comme s'il était dans un monde à part. Je lui ai dit que nous étions sur le point de dormir, espérant qu'il comprendrait le message et s'éloignerait. Après un moment de silence gênant, il a fini par s'éloigner sans un mot. Le reste de la nuit s'est passé sans incident, mais nous étions sur nos gardes. Le chien, lui, semblait toujours agité. Nous avons finalement réussi à nous rendormir, mais ce qui nous attendait le lendemain matin a rendu la situation bien plus troublante. Au réveil,
nous avons découvert quelque chose qui nous a glacé le sang. Sur la table de pique-nique de notre campement, il y avait une seule balle de 9 mm posée en équilibre, bien droite. Juste en dessous, sur le banc de la table, quelqu'un avait disposé des bâtons et des pierres pour former un visage souriant. C'était si précis et méthodique que cela ne pouvait pas être un hasard. Un jour, en explorant un bâtiment abandonné, je suis tombé sur un escalier qui menait au sous-sol. L'endroit était sombre, poussiéreux, et l'odeur d'humidité emplissait l'air. La curiosité m'a poussé à descendre, à la recherche de quelque chose d'intéressant, quelque chose qui racontait une histoire sur ce lieu oublié. Mais au-delà du sous-sol, j'ai découvert un deuxième escalier. Celui-ci menait encore plus bas, à ce qui semblait être un sous-sous-sol. L'atmosphère devenait oppressante, l'obscurité presque totale, et ma lampe torche projetait des ombres inquiétantes sur les murs décrépits. En m'avançant prudemment dans cet espace obscur, j'entendis un bruit. C'était subtil au début, un son vague et indistinct qui aurait pu être n'importe quoi. Peut-être une goutte d'eau ou une vieille canalisation qui protestait après des années de négligence. Mais en éteignant ma lampe pour écouter plus attentivement, le bruit devint plus clair. C'était un son rythmé, rapide, comme des griffes qui raclent le sol en courant. Puis, soudainement, le bruit des aboiements éclata dans l'obscurité. Mon cœur s'arrêta net. Ces aboiements n'étaient pas lointains. Ils résonnaient dans le sous-sol, proches, comme si les chiens étaient juste au coin. Je n'ai pas réfléchi. L'instinct a pris le dessus. J'ai pivoté sur mes talons et remonté les escaliers à une vitesse que je ne pensais pas possible. Chaque pas semblait résonner dans le silence de l'endroit, et j'avais l'impression que les sons de course me poursuivaient, se rapprochant. En atteignant le sommet, j'ai claqué la porte coupe-feu derrière moi, espérant que ce simple geste suffirait à me protéger de ceux qui se trouvaient en bas. Je ne me suis pas arrêté. J'ai quitté le bâtiment aussi vite que possible, l'adrénaline pulsant dans mes veines, sans me retourner une seule fois. Ce n'est qu'une fois dehors, sous la lumière rassurante du jour, que j'ai repris mon souffle. Je me sentais stupide et nerveux à la fois, me demandant ce que j'avais entendu là-dessous. Plus tard, en discutant de cette expérience avec des mentors en exploration urbaine, j'ai obtenu une explication qui a fait monter un frisson dans mon dos. Ils m'ont expliqué que si l'on entend ou aperçoit des chiens dans de tels endroits, il est préférable de quitter immédiatement les lieux. Ces chiens ne sont pas des animaux errants, ils sont souvent utilisés pour garder des laboratoires clandestins ou d'autres activités illégales. Ces lieux sont dangereux, non seulement à cause des chiens eux-mêmes, mais aussi en raison des personnes qui les surveillent. Les explorateurs imprudents ne sont pas les bienvenus dans de tels endroits. L'exploration urbaine m'a souvent offert des moments inoubliables, mais il y a aussi eu des expériences où l'adrénaline a pris un tournant bien plus sombre. Ce sont ces moments où l'on passe du frisson de la découverte à l'envie irrépressible de déguerpir, vite. Parmi mes mésaventures, certaines m'ont marqué plus que d'autres. Il y a eu cette fois où je suis tombé sur une maison abandonnée qui semblait parfaitement normale à première vue. L'atmosphère était lugubre, bien sûr, mais c'était ce que je recherchais. Dès mes premiers pas, une odeur étrange s'est imposée, familière et inquiétante. En avançant, j'ai compris, une fuite de gaz énorme, probablement là depuis des années, s'était accumulée à l'intérieur. J'avais l'impression que le moindre faux mouvement, la moindre étincelle, pouvait tout faire exploser. Malgré la panique qui montait, je ne voulais pas repartir les mains vides. Alors, avec une prudence maladive, j'ai pris quelques photos, chaque clic de l'appareil semblant être un pari contre le destin. Une fois dehors, j'ai respiré profondément et appelé la police. Ce genre de danger dépasse de loin les codes de discrétion dans la communauté urbex, et je ne pouvais pas laisser ça comme ça. J'y repense parfois, en me demandant à quel point j'ai frôlé la catastrophe. Un autre jour, j'explorais un vieux bâtiment industriel avec un ami. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un bruit inhabituel retentisse à l'étage. Nous nous sommes immobilisés, tendant l'oreille, et avons vite compris que nous n'étions pas seuls. Un agent de sécurité effectuait une ronde intérieure imprévue. L'idée qu'il nous surprenne et appelle la police nous a rapidement traversé l'esprit. Nous n'avions pas beaucoup d'options, alors nous avons improvisé. En silence,
ou presque, nous avons couru dans les couloirs sombres, cherchant une sortie. Nos pas résonnaient, amplifiant chaque mouvement, et l'adrénaline rendait chaque seconde interminable. En sortant par une porte arrière, nous nous sommes enfoncés dans les bois environnants, respirant enfin en sécurité, mais pas avant d'avoir jeté plusieurs regards en arrière pour nous assurer qu'ils ne nous suivaient pas. Un souvenir plus étrange m'est revenu d'une fois où mon ami et moi explorions une immense usine désaffectée. Tout semblait calme, jusqu'à ce qu'un bruit au-dessus de nous attire notre attention. En levant les yeux, nous avons aperçu un homme, un sans-abri, posté à une fenêtre du 5e étage. Il nous fixait, et il n'avait clairement pas envie de visiteurs. Avant même que nous puissions réfléchir, il a commencé à jeter des canettes et des bouteilles vides dans notre direction. Les projectiles s'écrasaient avec fracas autour de nous. Le message était clair, il fallait partir. Nous n'avons pas cherché à discuter ou à comprendre, nous avons simplement attrapé nos affaires et quitté l'endroit sans demander notre reste. Ce n'était pas la peur des projectiles qui nous faisait courir, mais le sentiment qu'on avait envahi l'espace de quelqu'un, et qu'il valait mieux respecter son avertissement. Mais rien ne m'a jamais autant pris au dépourvu que l'incident dans le sous-sol d'un autre bâtiment abandonné. Mon ami et moi explorions tranquillement, éclairant les murs avec nos lampes, quand soudain, un bruit distinct retentit. C'était un clic, suivi d'un faible bourdonnement. Je me suis retourné, et là, face à moi, une caméra à détection de mouvement. Le choc m'a immobilisé. Mon visage, figé dans une expression de pure stupeur, a probablement été capturé en pleine lumière. Je savais que cette caméra avait tout enregistré, mais nous n'avions pas le luxe de rester et d'évaluer la situation. Nous avons déguerpi aussi vite que possible, le cœur battant à tout rompre. Pendant des jours, j'ai attendu que quelqu'un frappe à ma porte, que la police se manifeste, mais rien n'est jamais venu. Pourtant, l'idée que mon visage soit immortalisé dans cet instant d'effroi me fait encore rire nerveusement. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.